Euh, Cette session sera enregistrée. Nous recevons un membre du Club Sommet qui, comme je le dis, est un club, le premier private club dédié à la carrière professionnelle. Je suis PDG et vous le savez, mon credo, c'est qu'on peut développer sa carrière professionnelle en absorbant la connaissance qu'il nous faut pour pouvoir avancer. Donc, dans le cadre de ce webinaire, je vais recevoir Samuel Macaulay. Donc, si Samuel peut... Parfait. Bienvenue, Samuel. J'espère que tu vas bien. Merci, Patrick. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Je vais très, très bien. Parfait, parfait. Bah, écoute, on est très content de t'avoir avec nous. Je sais que tu te connectes depuis le Maroc. Aujourd'hui, tu ouvres la série Dans la peau 2. Et on commence par le commencement, à tout seigneur, tout honneur. Dans le parcours professionnel, il y a toujours la dimension recherche d'emploi. Et je peux te dire qu'elle est encore plus difficile pour des professionnels en activité qui ont perdu les réflexes, plus que même pour ceux qui déjà sont dans le processus et qui se sont rodés. Bon, on ne veut pas devenir expert en recherche d'emploi parce qu'il faut aller avoir les emplois. Mais aujourd'hui, on veut se mettre dans ta peau. On veut comprendre, du point de vue du recruteur, quelle est la démarche. Mais avant ça, Samuel, est-ce que tu peux nous dire qui est Samuel? En tout cas, merci pour cette opportunité d'échanger et de pouvoir vous entretenir sur ce sujet-là. C'est toujours une joie pour moi de parler de mon métier, de parler de ce que je fais, parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis presque 8 ans. Donc, moi, c'est Samuel Justin Macaulay. Je suis guinéen, de la Grande Guinée, capitale Conakry. Je vis au Maroc depuis un peu plus une dizaine d'années maintenant. Je suis venu au Maroc pour des études et je travaille depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Ça fait quasiment 7 ans et demi, ça fait un peu plus de 7 ans et demi que je suis recruteur. Je suis recruteur depuis janvier 2015 aujourd'hui. Et je dirais, j'ai fait différentes structures. J'ai fait différentes structures. J'ai eu à recruter sur différentes zones géographiques. J'ai eu à recruter sur l'Europe, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne. Présentement, je fais du recrutement sur l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et aussi l'Afrique. Là, je me suis aussi mis tout récemment à mon compte. Donc, je suis consultant en recrutement freelance. J'accompagne les sociétés et aussi j'accompagne des personnes qui sont en recherche active, en recherche d'emploi. Donc, en gros, je dirais c'est ça. C'est un petit peu ça, Samuel. Voilà. Grosse expérience et tu nous permets donc de mettre le pied dans le plat. J'aime bien ton expérience transcontinentale. Ça t'a permis d'avoir en face de toi des candidats de différentes cultures, de différents mindsets. Et aujourd'hui, la plupart de notre audience, pour la grande part, est composée de professionnels africains en activité ou certains qui sont en transition, certains peut-être en recherche. Ma première question, c'est le recruteur et le CV, le fameux CV. OK? On assiste aujourd'hui à beaucoup de théories autour du CV. On a les CV old school, comme pour nous là, où on écrit tout. On a les CV maintenant very design, avec des gens de chartres vraiment très beaux. Je veux savoir, toi en tant que recruteur, quand tu prends un CV, qu'est-ce que tu recherches dans le contenu, dans la trame? C'est quoi ta démarche quand tu as un CV en main? Si jamais ça arrive dans ta main, parce qu'on dit nos CV arrivent dans la poubelle, les gens payent
les galettes en bordure de route avec. Bon. Ça c'est au pays que ça arrive. Hein. Au Maroc, ici, on fonctionne beaucoup par courrier électronique. Donc, ce qui fait que voilà, c'est plus des mails qu'on s'échange que des CV en papier. Déjà, avant peut-être de répondre à cette question, j'aimerais bien qu'on mette en place, en fait, qu'on ait une vision claire. Parce qu'en tant que recruteur, on a principalement deux postures. D'accord? On a le recruteur en cabinet de recrutement, donc un cabinet qui fournit des services à l'entreprise. On a le recruteur interne qui travaille pour une entreprise. Donc, c'est deux postures différentes, c'est deux approches généralement différentes, même si la finalité est la même, placer quelqu'un pour un poste défini. Donc, moi, j'ai longtemps travaillé en cabinet et ça fait 1 an et demi que je travaille en client final. Donc, je le dirais comme ça. Donc, un recruteur en cabinet, il faut que les candidats comprennent que c'est du business, c'est du win-win. C'est quelqu'un qui recherche pour un client, il place, on le paye. Donc, ce qui fait que c'est quelqu'un qui est généralement dans une posture de conseil. Un bon recruteur en cabinet, c'est un conseiller. C'est quelqu'un qui va vous accompagner du début jusqu'à la fin. Donc, ça va dans une première évaluation de votre profil, dans des conseils sur l'agencement du CV, ça va dans des conseils, des tips pour bien passer l'entretien chez le client spécifique parce qu'il le connaît, dans la négociation et jusqu'à l'accompagnement, jusqu'à la titularisation de la personne au sein de l'entreprise. Maintenant, recruteur interne, c'est le client final, donc c'est lui qui choisit. C'est lui qui sait quel CV va chez le manager, c'est lui qui évalue généralement en premier et souvent, ils ont la voix au chapitre pour dire si on avance ou pas avec ce profil-là. Donc, généralement, eux reçoivent, ils ne sont pas forcément dans cette posture de conseil, mais ils sont plutôt dans cette phase où ils évaluent un CV, s'il correspond, ils passent. Maintenant, dans cette posture aussi, il faut savoir, soit le recruteur, il est technique, il comprend les métiers de l'entreprise, il comprend le marché, soit il est généraliste, il a une connaissance globale de la chose. Et ça permet là de pouvoir mieux gérer tout le process. Par exemple, en cabinet, généralement, les recruteurs sont spécialisés. On a des recruteurs spécialisés en IT, en finance, en ingénierie, en construction. Pourquoi? Ça leur permet de bâtir leurs connaissances sur le marché afin de mieux accompagner et de trouver le meilleur fit pour les jobs. Pour les jobs. Voilà. Et sur ce point-là, généralement, lorsqu'on on est généralement informé à quel type de recruteur on a affaire selon la façon dont la personne se présente, n'est-ce pas? Non? Aujourd'hui, les entreprises, on est de plus en plus dans cette posture HRBP, je dirais, où les recruteurs connaissent très bien les métiers. Avant, juste le recruteur recevait une fiche de poste, il plaçait une annonce et puis il n'est pas forcé de connaître le métier. Mais maintenant, on est de plus en plus dans cette optique-là. Donc, ils deviennent de plus en plus techniques. Maintenant, tout dépend de comment est-ce que la discussion est menée pour savoir si la personne comprend. C'est pour ça qu'un entretien, c'est un échange. On essaie de s'évaluer chacun de son côté pour savoir si le recruteur comprend ou si le candidat est un bon fit. Donc maintenant, pour revenir à ta question sur le CV. Je résume rapidement. Tu nous as dit qu'il y a deux types de recruteurs. Il y a le recruteur qui est un cabinet qui, pour lui, a intérêt à placer le client, donc va faire un peu plus d'accompagnement. Et puis, tu as le recruteur interne qui, lui aussi, a intérêt à avoir un candidat, mais qui va être moins dans l'accompagnement, naturellement, on va dire. Après, si on en tombe sur un qui fait de l'accompagnement, c'est autre chose. D'accord. Donc, c'est ces deux types de recruteurs auxquels on peut avoir affaire. Donc, par exemple, ça serait déplacé ou il faut faire attention à ne pas demander de l'accompagnement à un recruteur interne qui n'est pas dans cette dynamique. Ça peut être négativement perçu. Tout à fait. Par exemple, je suis Samuel, je veux postuler chez un client final, disons Sucre Ivoire. Je prends un exemple sur la Côte d'Ivoire. Si c'est le recruteur de Sucre Ivoire, je ne vais pas lui demander des conseils sur mon CV, ça n'a pas de sens. Parce qu'il va me dire, mais je suis le client final, c'est moi, je dois le... Ça n'a pas de sens. Par contre, si c'est Samuel Conseil qui t'appelle pour dire, je suis le cabinet Samuel Conseil et j'ai un poste chez Sucre Ivoire, là oui, si le CV est amélioré,
c'est pour que mon business puisse marcher, je vais accompagner et conseiller ce candidat-là. C'est cela. C'est cela. C'est cela. Donc, chers amis, je vous invite, on continue, parce que là, tu étais à 2 doigts d'aller dans ma question sur le CV. Mes chers amis, ceux qui sont dans le groupe Sommet, il semble qu'il y a eu un premier lien qui ne conduit pas à la bonne salle. Donc, si vous voyez quelqu'un dans le groupe qui demande où se diriger, n'hésitez pas à lui remettre le bon lien. Sinon, après, je serai un peu distrait. De faire du multitasking là où Samuel nous envoie au cœur de mon sujet, le CV. Quand tu regardes un CV, qu'est-ce que tu cherches? Nous, on a pris des heures, des jours à écrire. Donc, dites-nous qu'est-ce que vous cherchez dedans. On va aller droit au but en tant que recruteur. Pour moi, généralement, les recruteurs ne passent pas plus de 30 secondes à lire un CV. Wow. Au max, on va dire 1 minute. D'accord. Ça, c'est pour les plus lents. Pourquoi? Parce que quand un recruteur déjà connaît bien ce qu'il fait, il maîtrise ce qu'il recrute, il a une idée des mots-clés, il a une idée des tâches clés, il a une idée du contenu clé pour qu'un CV soit attrayant. Donc, ce qui fait que la lecture d'un CV est très rapide. On passe des jours, des heures à faire un CV, à le lire, à le relire, à le comparer, à l'ajuster. Mais la réalité, c'est qu'un CV est très vite lu. Pour moi, ce qui est important dans un CV, c'est les choses doivent être claires, cohérentes et il faut qu'il soit facilement lisible. En plus de cela, un CV, on ne parle pas de junior ici, on parle de personnes expérimentées. Par exemple, Le CV d'une personne expérimentée doit pouvoir mettre en valeur ses responsabilités, ses tâches principales, et aussi, si possible, les projets sur lesquels la personne a eu à travailler et, comme on appelle ça, en anglais on dit d'achievement, ses réussites, ses réalisations, voilà, ses réalisations. On n'est pas forcé d'avoir un CV de 10 pages pour mettre tout ça, non. Et un CV, pour moi, doit être, comme je le dis toujours, hein, un CV doit s'adapter à un descriptif. Je postule pour un poste de responsable recrutement chez Sucre Ivoire. Il y a ce que Sucre Ivoire demande dans le descriptif. Je dois adapter mon CV à ça. Je ne mens pas, non. J'adapte, je mets les mots-clés que Sucre Ivoire a utilisés pour. Je postule chez Marlboro, je prends un exemple, j'utilise aussi les mots-clés par rapport à ce que je sais faire et je les mets dedans. Ça facilite la lecture. Bon, peut-être l'exemple du recrutement n'est pas le plus pertinent. Je prends un CV IT, un développeur. Un développeur, si on est sur un descriptif d'un développeur Java, je mets en avance mes compétences Java. Je ne vais pas dire, je suis généraliste, je fais du Java, du .NET, du C#, du Python. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas cohérent. C'est cela. Et j'aime bien la notion de cohérence et la notion d'adaptabilité. Est-ce que c'est juste de résumer en disant autant ça doit être adapté, autant mon CV doit être quand même, doit montrer, c'est là où tu parles d'achievement, ce que j'ai réussi, doit être quand même assez unique à mon parcours. Ou pas forcément. Oui, en fait, le CV raconte ton histoire. Chaque CV raconte une histoire, raconte l'histoire de la personne qui l'a écrite. Donc, c'est évident qu'il doit bien parler de ce que tu as fait. Parce que en tant que recruteur, quand je vais rencontrer un candidat, je poserai des questions concrètes sur ce que la personne a eu à faire. La discussion tournera autour du contenu de ce qu'il a mis sur le CV. Donc, si on met des choses génériques sur le CV et qu'on n'a pas forcément faites, le candidat, il est écarté à la limite, je dirais, d'office, en fait. Donc, du coup les CV que j'appelle plats, c'est-à-dire, je suis directeur juridique, je vais mettre
j'ai été responsable juridique de telle société de telle année, je repars, j'ai été responsable juridique ici, j'ai été responsable juridique là, sans dire entre les deux en quoi je suis un responsable juridique qu'il faut recruter en fait. Donc celui qui, juste pour voir, hein, donc celui qui est en face, quand tu as le même CV en face, pour les mêmes postes et dans lequel la personne dit, j'ai été directeur juridique pour X société, au cours de laquelle j'ai eu à travailler sur une fusion-acquisition, tac, tac, tac. Là, ça accroche plus que celui qui a juste listé ses titres et ses tâches, quoi. Ah non, mais clairement, voilà. Et là, on parle de pertinence, là. Parce que ça montre du contenu concret, ce n'est pas du contenu standard. Certainement que je vais lire les deux CV et que je vais échanger avec les deux CV. Mais ce que les gens oublient, les recruteurs, c'est des êtres humains, avec des appréhensions, avec des sentiments, avec des humeurs, avec plein de choses. Donc, ce qui fait que moi, je serais, si je dois appeler un candidat, j'appellerai le CV qui est le plus pertinent, qui est le plus concret, en premier. Donc, ce qui fait que je lui donnerai la chance en premier avant d'appeler celui qui est plus généraliste ou plus vague. Le moins pertinent. Voilà. Super. Et donc, je t'envoie maintenant dans la forme du CV. Les nouvelles formes de CV, est-ce que ça t'influence ou pas? Moi, c'est pas l'agencement du CV ou les couleurs qu'il y a dedans qui m'intéresse principalement, c'est le contenu. Mon CV, il est en noir et blanc. D'accord. Et il n'y a que le contenu de ce que j'ai fait, des bullet points, voilà, il est très simple, pas de design, pas de rien. Personnellement, c'est comme ça que je fais mon CV, c'est comme ça que je conçois mon CV. Mais c'est pas pour autant que je vais mettre un CV designer à côté. Je pense qu'un CV aussi doit représenter un métier. Si on est designer, quelqu'un qui fait du design graphique, bah, ça sert à rien d'avoir un CV en noir et blanc. Il faut quand même un CV qui reflète le métier. Donc, il faut, voilà, un CV doit refléter un métier. Donc, comme disait quelqu'un, c'est une carte de visite qui donne envie de visiter la boutique. Tout à fait. J'ai bien envie d'en savoir plus. Tout à fait. C'est super, c'est super. Donc là, on comprend. Maintenant, on va parler 2 minutes. Je ne sais pas si tu as eu à pratiquer cela. On va parler 2 minutes des technologies aujourd'hui qui se développent pour présélectionner les CV avant que ça n'arrive sur vos bureaux. Est-ce que c'est quelque chose, je suppose que tu sais, on lit de plus en plus que quand on envoie des CV par email, il peut y avoir une IA qui va la lire. Je suppose qu'elle va faire la même démarche, rechercher les mots-clés, rechercher la pertinence. Est-ce qu'elle peut lire tout ce qui est écrit? On me dit que les images, elle n'arrive pas à les lire, etc. Je ne sais pas si c'est quelque chose. Ce qui est important pour moi, déjà pour postuler le format, c'est soit le Word, soit le PDF. Éviter d'envoyer des formats JPEG parce que souvent, c'est des formats qui ont du mal à rentrer dans les systèmes, dans les ATS, Application Tracking System que les entreprises utilisent. Idéalement, PDF ou format Word. C'est les deux formats qui passent facilement. L'IA, selon mon expérience, oui, il y a des solutions qui viennent avec de l'IA qui essayent on appelle ça, de présenter les candidatures les plus pertinentes. Mais pour moi, je ne vais pas dire que c'est encore à ses débuts, mais ce n'est pas ce qui fait la décision principale sur la base de données qu'une entreprise peut avoir. Ça n'a pas encore, pour moi, ça fait 8 ans que je travaille. L'IA n'a pas décidé totalement de tous les placements que j'ai eu à faire. D'accord, on n'est donc pas dans Terminator ou bien dans… Non, pas encore, okay. On est loin de là. C'est parfait. Avant qu'on quitte le domaine du CV, disons que le CV te parvient, je veux finir avec ce type de CV. Le CV vidéo, est-ce que c'est quelque chose qui se pratique? Tu vois de plus en plus, tu conseilles, c'est risqué? À quel moment j'utilise ça ou pas? En fait, ça commence. Ça vient de plus en plus. Il y a quelques entreprises qui le font ce que certaines entreprises font, c'est tu postules avec ton CV, tu réponds à quelques questions et à la fin, une courte vidéo de présentation d'1 minute, 1 minute 30 ou de 30 secondes des fois. Ça permet aussi de voir comment est-ce que la personne s'exprime, plein de choses. Mais ça vient petit à petit, mais c'est des choses qui vont principalement arriver en Europe, aux États-Unis, avant que ça vienne dans nos pays.
Ça vient petit à petit, mais ce n'est pas encore la tendance principale du marché. Parfait, parfait. Écoute, tu nous mets sur la voie. Disons maintenant qu'on a passé ton screening en tant que CV. Toi, en tant que recruteur, tu vas avoir la prise de contact. Généralement, on reçoit un mail, on est tout excité quand on reçoit le mail. Pour nous, on est déjà recruté. Hein. Tu sais, on a souvent tellement galéré pour avoir le premier rendez-vous. Ma première question est la suivante. Je suis en activité, j'ai un rendez-vous avec un recruteur. Quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire en termes de, est-ce que je suis libre de dire, écoutez, je ne suis pas libre à ce moment-là, je peux que prendre le rendez-vous dans 3 heures ou à tel moment. C'est quoi déjà le premier contact avec, dans la prise de rendez-vous? En fait, généralement, peut-être avant de répondre à cette question, excuse-moi encore une fois, ce qui est important, une recherche d'emploi est un projet. Une recherche d'emploi est un projet. Si on veut maîtriser sa carrière, c'est un projet. Donc, on ne se lève pas tout d'un coup, on cherche un emploi, ou idéalement, ne pas laisser les situations autour de soi nous pousser à chercher un emploi. Il faut le décider. Donc, si on le décide, on le prépare. On le prépare, on fait un ciblage, on se dit, je veux travailler dans telle entreprise, et on fait une évaluation, on se dit, quelles sont mes forces, quels sont les points à améliorer pour que je puisse être compétitif dans telle entreprise ou dans tel environnement. Ou bien suis-je déjà prêt pour pouvoir évoluer dans tel environnement. Et quand on arrive à ce stade-là, on liste des sociétés et là, on postule au niveau de ces sociétés-là. Ce n'est pas juste on shoot les CV un petit peu à gauche, à droite. Non, on postule à des entreprises choisies. C'est vraiment une démarche voulue, idéalement. Et c'est là qu'on reste maître de sa carrière, ou bien on reste maître de comment est-ce que les choses vont évoluer. Donc, pour moi, c'est un point crucial et ça nous permet de réussir et de continuer à avancer sereinement. L'entretien, on a 2 types d'entretien. On a l'entretien téléphonique et aujourd'hui, on a l'entretien soit face à face, soit en visio. Généralement, le premier contact, c'est un contact au téléphone, généralement. Donc, vu que c'est un contact au téléphone, si on est en posture d'échanger avec la personne, oui, on échange, on discute. Si on n'est pas en posture, la première des choses à faire, c'est identifier qui m'appelle. C'est qui m'appelle, quelle société et pour quel poste. Donc, la personne dit, et quand on a identifié la personne, quand on a l'information, je vous rappelle, je suis en réunion, je vous rappelle, je suis là. Et là, on a le numéro, on a le nom et on sait qui on veut joindre. Et là, on peut rappeler, c'est plus simple. C'est tellement pertinent parce que récemment, j'ai une connaissance qui justement reçoit un appel et on lui dit vous avez posé votre candidature, on aimerait en savoir plus. Et ben, la personne n'a pas pris le temps d'identifier qui c'est. Après, ça soit dit, j'ai envoyé tellement de CV que je ne sais même plus qui m'a appelé. Ça c'est très, très bon. Déjà, pour éviter ça, comme je l'ai dit, c'est un projet. Généralement, ce que moi je fais, c'est une astuce que j'ai piquée à un ami. J'ai un fichier Excel. Quand je postule, je mets. Je postule, je mets. Je postule, je mets. Et je mets statut. Entretien, retour, feedback ou pas encore. Je mets, je suis. Et je suis. Comme ça, si j'ai envoyé 20 candidatures ou 15 candidatures, je sais à quel stade est chaque candidature. Ça me permet aussi de faire des relances par rapport à chaque candidature. Donc, quand quelqu'un m'appelle, je sais, telle boîte m'a appelé, je note, je mets le nom de la personne et je fais un suivi. Ça évite des situations pareilles. C'est d'être en ordre, effectivement. Donc, voilà, c'est un projet, prenez-le comme tel, soyez organisé pour savoir à qui vous envoyez quoi. Et ça permet également le suivi, ça permet de s'assurer où on est et de ne pas renvoyer le même CV 3 fois à la même entreprise sans se souvenir qu'on l'avait déjà fait. Tout à fait. Bon point. Donc oui. Vas-y Samuel, vas-y Samuel. Donc l'entretien téléphonique, c'est très simple. Vous êtes dispo, il faut être déjà prêt. Il faut être, déjà quand on a envoyé le premier CV, il faut être prêt dès le lendemain à passer un entretien téléphonique. Donc il faut être vraiment prêt.
Et le conseil que je donne souvent aux gens, c'est de faire ce qu'on appelle dans le jargon du recruteur des role-play. C'est des, comment on appelle, c'est des jeux de rôle. C'est des jeux de rôle, des mises en situation avec un interlocuteur. Que vous pouvez faire avec vos amis, que vous pouvez faire avec vos pairs, des gens qui sont dans le même métier que vous, ou que vous pouvez faire avec des seniors, des personnes qui sont du même métier que vous, qui sont plus âgés que vous, qui peuvent faire ces jeux de rôle avec vous. Ça vous permet de vous présenter, de voir comment vous faites, et ça permet aussi d'avoir un feedback des personnes qui jouent ce jeu avec vous. Et c'est comme ça on améliore. Comme ça, dès qu'on a un entretien, qu'il soit téléphonique ou physique, on a déjà rodé un petit peu la machine, surtout pour les personnes qui n'ont pas cherché l'emploi depuis un petit moment. On a déjà un petit peu rodé la machine. Parfait. Et c'est super important. C'est super important le roleplay. Et quand j'ai la chance ou l'honneur d'accompagner quelqu'un qui est en recherche d'emploi, c'est essentiellement ce qu'on fait pour permettre à la personne d'être prise dans des situations et puis de ne pas être déboussolée au moment où on va passer en situation. Une chose est d'étudier et puis une autre est d'être à l'examen. Tout à fait. Le stress, nous en tant que candidats, on a énormément beaucoup de stress à approcher la recherche d'emploi. Bon, ça va dépendre du niveau de maturité, de seniorité, de si oui ou non on s'y est pris tôt, comme tu le dis, et c'est là l'avantage de le traiter comme un projet. Je m'y prends tôt, donc je ne suis pas voulant un travail du jour au lendemain. Donc ça baisse le stress. Quelles sont les situations de stress que tu as eu à connaître et des anecdotes autour du stress et c'est quoi les conseils du recruteur que tu es? Les anecdotes autour du stress. Tout dépend du recruteur que vous avez en face de vous pour gérer la partie stress en entretien, par exemple. Une fois, je me rappelle, j'étais face à un candidat, un ingénieur qui avait du mal à échanger, qui avait du mal à répondre aux questions. Il était principalement dans du oui, non, très fermé, avec le pied qui tape le sol et tout, très stressé. Et en lisant son CV, j'ai vu qu'il fait de la randonnée. Petite pause, la randonnée, tu es allé où? Tu as fait quel sommet? Et tout d'un coup, il a commencé à me raconter la randonnée, à me raconter la randonnée, à me raconter. Et on a fait un petit détour de 15 minutes durant l'entretien sur la randonnée. Et à la fin, je lui ai dit, à la fin, quittez votre métier d'ingénieur, soyez plutôt guide dans la randonnée. On en a rigolé. Il brillait, il était dans son élément. Totalement, il était dans son élément. Et là, ça m'a permis de casser de briser la glace et de revenir sur l'entretien. Et de là, il a pu répondre à mes questions, il a pu m'expliquer, il a pu me détailler plein de choses. Je pense que en tant que recruteur, quand on rencontre un candidat, il faut le mettre à l'aise. Il faut le mettre à l'aise. Et aussi, il faut qu'en tant que candidat, quand on vient à l'entretien, il faut se dire que ce n'est pas un interrogatoire. Ce n'est pas la fin du monde si on ne réussit pas l'entretien. Mais le plus important, c'est d'apprendre durant cet entretien. Et à la fin, faire un point, se dire, voilà, j'ai bien répondu à telle question, j'ai moins bien répondu à telle question, j'ai été pertinent là, j'ai été pertinent là. Voilà les points que j'ai oubliés, parce que souvent, c'est ce qui se passe quand on sort d'un entretien. On se dit, mais oui, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ci, j'aurais pu faire ça. Et après, faire ce travail-là de revisiter cet échange et améliorer le prochain. Moi, j'ai une règle. J'ai une règle de 3 entretiens maximum pour un job. Parfait. Le premier entretien, on est rouillé. C'est compliqué. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas cherché on n'a pas changé de poste ou bien on a évolué en interne, mais ça fait 5 ans qu'on n'a pas passé d'entretien concret. C'est compliqué. Ça va, on se trompe, on fait des erreurs, on fait des omissions. Deuxième entretien, on est plus à l'aise. On est plus à l'aise, mais on a encore quelques omissions où on est un petit peu mal à l'aise. Le troisième entretien, normalement, c'est celui qu'on valide. Celui quasiment à 100%, moi, de mon côté, à 100%, le troisième entretien, la troisième société, je l'ai validé. Et généralement, je m'arrange à mettre la société qui m'intéresse le plus en dernier. Ça, c'est bien pensé. Tu utilises les autres comme des sparring partners pour te préparer. Et je le dis toujours, allez en entretien, même si ce n'est pas votre job, même si ça ne cadre pas totalement avec ce que vous voulez, vous aurez au moins
appris à vous décomplexer. Et surtout, tu as dit quelque chose, à raconter son histoire. Le storytelling. Le storytelling dans le job dans lequel je suis, quand il y a quelques années, j'ai reçu, et c'est pour ça que j'aime beaucoup LinkedIn, parce que c'est via LinkedIn que je reçois la demande. Et on arrive à l'entretien. C'était du visio, mais on n'avait pas mis la caméra. Et donc, j'ai commencé à raconter mon histoire sur mon CV, sans plus focaliser sur le fait que j'ai travaillé à Bangkok. Voilà, et tu sais tout l'imaginaire que Bangkok renvoie dans l'esprit des Européens. Donc, quand ils commencent à dire oui, Bangkok, ça a été comment? Je leur dis simplement, d'un point de vue professionnel, tu vois, et ils me tirent d'un point de vue personnel, et je sais c'est que ça. Et ils ont tous commencé à rire. Donc, j'ai raconté mon histoire à ma façon, en laissant des sous-entendus, tu vois, et j'en reviens au storytelling. C'est vraiment important de hone son histoire et de la raconter de la façon dont on veut. Question pour toi en tant que recruteur. Qu'est-ce qui t'ennuie dans la façon dont quelqu'un peut répondre dans une interview, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire, ou qu'est-ce que tu conseilles de ne pas faire, de ne pas être crispé, tu nous l'as dit. Donc, trouver des techniques pour se détendre avant de rentrer dans l'entretien, c'est déjà ça. Maintenant, une fois qu'on est dans l'entretien, tu as ouvert la piste, tu as dit les oui, non, c'est assez pas valorisant. Dis-nous. Bah, en fait, déjà, le simple fait d'être à l'aise durant l'entretien, c'est un point qui est très positif. Pourquoi? Parce que ce que les gens aussi ne prennent pas en considération, un recrutement, c'est un échange entre deux personnes. Donc, il est important qu'il y ait du feeling. Il est important qu'il y ait une connexion entre ces deux personnes. Pourquoi? Pour un poste, on va rencontrer en moyenne 5, 6 candidats. Dépendant des postes, ça peut aller jusqu'à 10, 15 candidats. Donc, il est important de créer cette connexion-là avec la personne. Il est important de pouvoir laisser ce souvenir-là, en fait. Parce que souvent, les candidats qu'on retient, c'est ceux dont on se rappelle facilement. Parce que quand j'ai échangé avec lui, il avait un discours simple, clair, concis. Il répondait clairement aux questions posées. Il écoutait, il comprenait les questions. Parce que c'est assez important aussi d'écouter les questions afin de ne pas répondre à côté ou bien voilà, de ne pas trop parler. Il faut être concis durant un entretien. Et quand on fait ça, généralement, on se souvient de nous et généralement, on est souvent dans la liste des personnes à rappeler. Mais quand on parle trop ou qu'on parle peu, bah, rapidement, on est éliminé. On sort des écarts. Les écarts types sont pas. La vertu, c'est le juste milieu. Hein. La vertu, c'est le juste milieu. Donc, c'est ce juste milieu-là qu'il faut trouver. Et on a le classique, hein, connaître l'entreprise, connaître l'activité, comprendre le marché, savoir les tendances. Ça, je pense que c'est les choses même qu'il faut pas répéter. Hein. C'est logique. On peut pas aller dans un entretien et aussi on pose la question, qu'est-ce que tu sais de nous? On répond pas. C'est quasiment éliminatoire, ça. C'est une faute. Ah, écoute, on a reçu quand j'étais chez Ernst Young, j'entendais le partenaire s'étonner devant un CV qu'il avait reçu. La société s'appelle Ernst Young, EY, et le slogan c'est Live in a better world, something like that. Okay? Donc je suppose que celui qui a envoyé le CV est passé devant le bâtiment et il a écrit au directeur général de Live in a better world. Tu vois? Ça veut dire qu'il ne sait pas à quoi il a affaire. On parle quand même d'un big four. Il y en a 4 dans le monde. Je ne te fais pas dire qu'il n'a pas été rappelé, le pauvre. Malheureusement. Et c'est ça. On va rester un peu sur la façon de répondre aux questions. Et ensuite, on va aller sur la négociation, le nerf de la guerre. Sur les questions, je réponds en ayant toujours à l'esprit qu'est-ce qu'ils recherchent derrière la question. Et sa réponse se trouve généralement dans l'offre d'emploi, si l'offre d'emploi était bien faite.
Donc, Si l'offre d'emploi était bien faite. voilà, Parce si que, elle est bien faite. parce qu'on a souvent des offres d'emploi qui sont faites et on a un descriptif et on a la réalité du poste aussi. C'est pour ça il est important de comprendre l'écosystème de l'entreprise, de savoir si l'entreprise, par exemple, a fait une fusion, si elle a fait une acquisition. Bah, ça permet d'orienter son discours par rapport à ce que le recruteur en face ou le manager en face veut entendre. Parce qu'il a une réalité, il a une situation dans laquelle il vit maintenant et il a besoin de répondre à ces réalités-là. Donc, comme je le disais récemment, quand une société contacte, embauche quelqu'un, ce n'est pas pour donner une chance à la personne, c'est pour résoudre des problèmes que l'entreprise a aujourd'hui ou rencontre ou va rencontrer parce que l'entreprise se projette aussi. Pour moi, l'une des meilleures manières de répondre aux questions, c'est quand on pose une question, le candidat doit prendre une situation qu'il a vécue, un projet, une tâche, dire ce qu'il a fait, le candidat dit ce qu'il a fait et donner ce qui a découlé de ça. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Quels ont été ses achievements? C'est cela. Euh, pour donner du contexte à ce que tu dis, est-ce que tu m'entends? Oui. Pour donner du contexte et pour t'aider à continuer, ce que tu es en train de dire, si on demande au candidat, est-ce que vous savez manager une équipe? Il ne doit pas se contenter de répondre oui, je sais manager une équipe. Il doit dire je sais manager une équipe parce que dans tel rôle, j'avais tel nombre d'équipes. Voici ce qui s'est passé. Voici comment j'ai résolu le problème. Dans ce sens-là, c'est ça? Idéalement, oui. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, c'est du storytelling. Le candidat doit ramener le recruteur dans son monde. Et en ramenant le recruteur dans son monde, bah, en fait, il s'assure que c'est un monde parallèle parce que c'est le monde qu'on recherche dans le descriptif. Donc, la personne se projette et le recruteur se projette avec lui en disant, OK, ah, d'accord, il a eu à manager un projet. Il y avait 15 personnes dans ce projet-là. Et c'est un projet qui devait faire 6 mois. Ça a pris 5 mois. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça, ça, ça et ça. Parfait. Et ça, c'est à lui de le dire. C'est au candidat de le dire. C'est au candidat de le dire. Est-ce que je dis juste quand je leur dis que chaque question qui vous est posée n'est pas un piège, c'est une opportunité pour mieux vous faire vendre, pour mieux vous faire valoir? Tout à fait, parce que cette notion de question piège-là, souvent crée du stress, crée de la peur. C'est cela. Donc, au lieu de rentrer, d'avoir des assumptions, faut pas rentrer dedans. Quand une question est posée, il faut l'écouter, il faut la comprendre, il faut y répondre par rapport à son expérience. Très simplement. Il faut accorder la bonne foi à ceux qui sont en face. Tout à fait. Et on va dire donc on est en train de traverser l'entretien. Il y a un aspect, la gestion du langage corporel, de son propre langage corporel, on l'a vu tout à l'heure avec le stress, mais également du langage corporel de l'autre en face. Qu'est-ce que tu vas dire sur la gestion du langage corporel? Est-ce que tu écoutes seulement ce qui est dit ou tu regardes aussi comment c'est dit et c'est quoi ton... Tout à fait. Bah, on est humain. On est humain. C'est des signaux qu'on regarde, c'est des signaux qui rentrent dans notre perception, dans notre compréhension. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'envoyer des signaux positifs quand on est en entretien. Bien respirer, ne pas. Si on se trompe, c'est pas grave. Si on se trompe, c'est pas grave. Il faut juste continuer. Ne pas laisser la peur prendre le dessus. Le langage corporel, qu'on le veuille ou pas, c'est pour ça qu'il est important de faire des roleplays. Quand on fait des roleplays avant, la personne en face remarque nos tics. C'est cela. Nos petits comportements, les petits mots. Des fois, on a des mots qu'on répète à fin, quoi. Il y a tellement de petits mots qu'on répète qui viennent parasiter l'échange. Voilà, le fait de ne pas regarder l'interlocuteur, de regarder à gauche, à droite. Toutes ces choses-là, on peut les travailler en roleplay. Et ça permet d'être plus efficace quand on est en entretien. C'est pour ça qu'il faut vraiment se préparer en amont. Quand on est senior, on sait ce qu'on veut. C'est pas un junior qui est
comment on appelle ça? C'est pas un junior qui peut prendre tout et n'importe quoi parce qu'il veut se faire les dents. Un senior sait où il va, il choisit ses projets, il choisit ses combats. Parfait. Et écoute, il y a quelqu'un qui m'a interpellé, j'allais encore oublier. Il me dit que je fais du placement de produits. Oui, en effet. OK. Pour toujours un rappel, mais qui ne s'inquiète pas, je l'ai même en main. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore sommé, qui ne sont pas dans le groupe, pourquoi je l'ai, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, tous ceux qui ont acquis ou acheté Sommet ont droit de rentrer dans le groupe Club Sommet. Donc, n'hésitez pas à réclamer votre entrée et puis un peu de placement de produits. Ben, ça ne fait pas de mal. Pour continuer, Samuel, on va dire donc on est vers la fin de l'entretien et il y a la fameuse question avez-vous quelque chose à demander au recruteur ou au panel qui vous interviewe? Ça doit être quoi notre réaction? Parce que souvent on dit non, j'ai rien à dire juste pour ne pas les emmerder. On dit ah Joe, faut pas tu as trop les interroger. On dit ça c'est encore un fouteur de merde qui arrive. Bon, je sais, tu me diras. C'est quoi la bonne posture? Un junior, personnellement, un junior dans cette posture, je comprends. Mais un senior, non. Un senior doit être curieux. Il doit être curieux parce que c'est à ce moment-là que la vapeur se renverse. Donc, ce n'est plus le recruteur ou le panel qui pose des questions. Maintenant, c'est à toi maintenant de poser des questions. Pourquoi? Il est important maintenant de situer, de situer le poste, de situer un petit peu le contenu du poste, les attentes du poste, afin de savoir si c'est quelque chose qui va vraiment dans ce que tu, dans ce que tu recherches. Dans ce que tu veux. Pourquoi? L'une des questions que moi je pose, ce poste, c'est une création ou bien c'est un remplacement? C'est un remplacement, d'accord. Pourquoi? La personne qui était là avant moi est partie. Pourquoi? Ça te permet de savoir le contexte. Savoir si la personne a juste démissionné parce qu'elle a reçu une offre plus intéressante, si c'est des tensions internes ou bien si c'est des choix. Tout compte fait, ils vont te donner une réponse et ce sera à toi de te faire ton idée. L'une des questions que je pose aussi personnellement en entretien, c'est pour ce poste, quel est le candidat pour vous qui m'interviewez? Quel est le candidat type? Qu'est-ce que vous recherchez? Cette question-là, c'est une astuce pour moi parce que ça me permet de rebondir. Si j'ai oublié, si j'ai eu des omissions durant tout l'entretien, et je sais que je n'ai pas parlé de tel point que j'avais en tête, c'est le moment pour moi de ramener cette partie-là. Parce que la personne va dire, je cherche quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, qui fait ci, qui est comme ça, qui réfléchit comme ci et comme ça. À moi de rebondir, très bien, bah, ça rentre assez dans ce que je suis ou ce que je fais, parce que le point que j'avais omis, qui est pertinent par rapport à cette réponse-là, je le ramène. Pourquoi? Ça permet encore de mettre personne dans mon film à moi. Tout à fait. Tout à fait. Vas-y, pardon. Je disais donc, il est important de vraiment poser des questions, de creuser, de savoir, OK, aujourd'hui, vous êtes vous avez fait une acquisition, quel est le contexte? Comment ça se passe? Quelle est la position de mon poste par rapport à cette fusion-là? Est-ce que je serai amené à gérer des projets dedans? Donc, il faut vraiment creuser. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions à un panel, même si c'est un panel de 5 personnes. Posez des questions, soyez curieux. Et parce que les réponses vont vous servir soit à argumenter, soit à mieux comprendre le contexte. C'est parfait. Et moi je me permets de partager ma question favorite, qui est de savoir, surtout quand je suis dans un panel où la personne pour laquelle je vais travailler se trouve, ma question c'est toujours pourquoi je devrais travailler pour vous spécialement? Vous êtes quel type de manager? En quoi est-ce que ça va développer mon profil chemin faisant? Et ça me plaît toujours que dans ce grand moment d'absence, je ne s'attendais pas à devoir justifier pourquoi ils allaient me recruter. Quoi qu'ils n'ont même pas encore décidé de me recruter, moi je dis mais pourquoi je devrais travailler pour vous? Donc, ça participe, comme tu l'as dit, d'avoir travaillé en amont, d'avoir de la confiance en soi, de ne pas être dans l'urgence, et donc de pouvoir challenger. Donc, nous sortons de l'entretien et on arrive à cette partie qui est la proposition salariale.
nous, en tant qu'employés, en tant que chercheurs d'emploi, on a généralement fait soit on a fait nos recherches et on sait à peu près ce qu'on veut, soit généralement on est tout à fait perdu parce qu'on a fait toute notre vie dans une seule entreprise et on s'imaginait même pas que ce genre de salaire pouvait exister ailleurs. Petite anecdote, une fois je suis en entretien pour un job et la dame me demande mon salaire. Donc je prends tous mes avantages que je multiplie, je ne sais pas par combien, tu vois, pour gonfler la mise. Et donc, et je lui envoie. Elle me dit, et j'ai pas aimé. Elle me dit, ouais, ça va. Je dis, comment ça va? J'ai commencé à détester mon employeur actuel. Je dis, mais le gars, il doit être en train de me faire des trucs. Juste voilà, pour l'anecdote. Donc, c'est quoi quelle est la démarche du recruteur quand il fait une proposition salariale? Il est dans quelle dynamique? Parce que nous, on vous voit comme des pingres. Hein? Il y a deux postures, encore une fois. Recruteur cabinet, recruteur client final. C'est important. C'est la discussion qu'on a eue aussi dans le groupe WhatsApp. Le recruteur client final, il a un budget. L'équipe RH a un budget. Le département RH a un budget. Formation, recrutement, tout ce qu'il y a comme projet RH. Donc, quand on fait un recrutement, en fait, ça rentre dans ce budget-là. Donc, c'est quelqu'un qui est là pour maximiser son budget. Donc, il va essayer d'optimiser son budget. Le recruteur en cabinet, généralement, va essayer d'optimiser le budget en sa faveur. Pourquoi? Parce qu'en général, la commission est sur un pourcentage du salaire annuel brut du candidat. Donc, plus le salaire est élevé, plus ma commission est élevée. Après, il y a des cabinets qui font des forfaits, mais bon, moi, je ne suis pas très adepte de cette logique-là. Je suis plus dans la logique pourcentage du salaire annuel plus les avantages. Donc, généralement, il va conseiller le candidat, il va lui dire, bon, voilà, tel budget est possible, tel budget n'est pas possible. Moi, je vous conseillerais d'être dans tel budget. Et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment il faut vraiment préparer en amont ce projet-là. On se renseigne sur le marché. On sait que dans l'automobile, on paye un responsable juridique à tel. On sait que dans tout ce qui est minier, on paye un responsable juridique plus ou moins dans telle fourchette. Et puis après, c'est des chiffres. Hein. Chacun annonce ses chiffres. Quand un recruteur me contacte, je lui dis, voici mon budget. Voici ce que je veux. Voici ce que j'ai. Voici ce que je veux. C'est clair et net. Maintenant, en annonçant cela, je suis conscient que si je suis au-dessus du budget, tant pis. Si je suis en dessous, c'est à moi d'encaisser. Mais le salaire que j'annonce, je suis confortable avec. C'est ce que je veux. C'est cela. C'est cela. Parfait. Donc, il y a ici encore la notion de ownership. Il faut own sa propre valeur. Tout à fait. Il faut own, comment je vais dire en français, il faut assumer sa propre valeur. Et je vais peut-être rappeler, et tu me diras, qu'en matière salariale, il y a différentes philosophies. On a des entreprises qui se mettent en milieu de marché. Tout à fait. Parce qu'elles veulent être garder de bons profils, mais bon, elles estiment qu'elles ne vont pas payer forcément du premium. Il y a des entreprises qui se mettent en bas du marché parce que pour eux, le personnel est une commodity. Okay? Elles peuvent se permettre de perdre quelqu'un et puis de passer à autre chose. Et il y a des entreprises qui souvent, soit ont du mal à recruter parce qu'elles sont dans un secteur très sensible et donc ils se mettent très haut sur le marché, de sorte que quand tu travailles pour elles, pour aller travailler pour quelqu'un d'autre, il faut vraiment que ce soit un appel et une mission. Donc ça, c'est bon à savoir aussi pour le type d'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va dans la recherche. Tout cela va dans la recherche. Si EY me contacte aujourd'hui, je sais le budget que je vais donner. Je vais pas hésiter. Voilà. Mais par contre, si une PME me contacte, je sais plus ou moins le budget qui peut fonctionner dans cet environnement-là. Après, comme je l'ai dit, comme tu as dit, il faut avoir l'ownership de son budget. Quand je l'annonce, je l'assume. Parce que ce que les gens oublient, un recruteur, ce qu'il n'aime pas, c'est quelqu'un qui a annoncé, je dis n'importe quoi, 1,5 million francs CFA. Et quand il y a une offre sur la table, il dit, je veux 2 millions. Ça ne marche pas.
Ça marche pas. Et si la société te prend, c'est vraiment parce qu'elle n'a pas le choix. Il n'y a personne. Tu pars très mal, quoi. Tu pars Ça avec. part très, très, très mal. Très mal, ouais. Donc, généralement, on annonce un chiffre, on le garde. Et ce que les candidats oublient aussi, les recruteurs ont souvent des backups. Donc, il y a toujours un candidat dans le sillage là. Au cas où ce candidat me fait des caprices, je me rabats sur un autre candidat. C'est bon à savoir. Donc, c'est pour ça, dans les négociations, il faut avoir une idée claire de ce qu'on veut. Il faut l'annoncer dès le départ pour éviter qu'à la fin, on se retrouve à négocier pendant des jours et des jours et des jours. Alors que pour moi c'est pas, on ne démarre pas du bon pied en négociant énormément sur le salaire. Normalement, je corresponds au job. Je t'ai annoncé mes attentes, on a discuté, on fait un petit réglage sur les avantages et un petit réglage sur le salaire. C'est bon, on commence à travailler ensemble. Mais on va pas faire on va pas jouer, on va pas faire du ping-pong en fait. C'est assez important. J'ai eu, je partage cette dernière anecdote et puis on va prendre quelques questions de nos amis qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. J'ai eu une situation où je vais en entretien, on me fait une offre que je trouve pas, ça matche pas avec moi. Et donc, je décline l'offre pour des questions financières. Et entre-temps, dans mon rôle actuel, je prends des galons. Pas actuel, je veux dire. Dans le rôle dans lequel je suis, je prends des galons. Donc, je coûte encore plus cher. Tu vois? Et donc, eux, ils courent et puis ils viennent avec l'ancienne offre que j'avais faite il y a 3-4 mois. Je leur dis, je suis désolé, parce que là, regardez, je viens de passer de tel rôle à tel rôle. Je gagne beaucoup plus que ce que je vous avais proposé. Donc, je crois que je ne vais faire qu'aggraver votre situation. Voilà, donc là, ça m'a envoyé à leur dire, ben, je coûte plus cher. Et puis, ça m'a plu quand même hein, de leur dire ça. Ah bon, oui. Il ne faut pas hésiter à le dire. Hein. Moi, des fois, des entreprises qui me contactent, je dis carrément aux recruteurs, je suis trop cher pour vous. Pourquoi? Je connais le marché, je connais les budgets de l'entreprise. Je dis clairement, je suis trop cher pour vous. C'est pas la peine d'essayer de me convaincre à venir en entretien. Je connais vos budgets, je ne serai pas un match. Donc, le budget pour moi, je ne sais pas pourquoi les gens mystifient cette question, pourquoi les gens ont peur de cette question. Un junior, je comprends. Un junior, on comprend. Vraiment, moi, je suis très indulgent avec les juniors. Mais un senior, quelqu'un qui a 5 années, 6 années, 10 années de métier, 15 années de métier, non. Si on vient te chercher, si on te chasse, si on te contacte, c'est parce que, de prime abord, ton profil correspond à notre situation. Ton profil correspond à notre besoin. Donc, ce seul fait est suffisant pour que vous soyez à l'aise. Pour que vous soyez à l'aise dans vos attentes salariales. Aujourd'hui, je gagne 1,5 million. Pour bouger, j'ai décidé 2 millions. Je l'ai dit, même si l'écart est très grand, je les assume. Pourquoi? Parce que j'ai 10 années de boîte, je perds mon ancienneté, je perds ma sécurité d'emploi, je perds. Donc, quand je calcule ce risque, je dis 2 millions. C'est justifié, c'est mon point de vue. Je l'ai dit au recruteur, s'il décide d'avancer avec moi, il est conscient qu'il ne va pas me faire une offre en dessous. Donc, je reçois une offre en dessous, je décline tout simplement. Et là, je veux qu'on revienne un peu sur la discussion qu'on a eue où on était dans des postures totalement opposées. Est-ce que je disclose, est-ce que je dis mon salaire et ma rémunération actuelle au recruteur ou non? Oui. Oui. Non, oui. Ça te fait gagner du temps aussi. Ça te fait gagner du temps parce que si tu n'es pas dans le budget, il te dira que tu n'es pas dans le budget. D'accord, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ça te fait gagner du temps. Est-ce que ça ne fait pas un ancrage négatif? Par exemple, je peux être dans un job où je suis sous-payé. Imagine que je sois en PME et là, je postule, comme tu as dit, pour une multinationale qui a une surface financière beaucoup plus intéressante. Ce qu'on me paye aujourd'hui, j'ai pu le prendre sans que ça représente ma valeur. Okay? Moi, j'ai trouvé des PME qui payent beaucoup mieux que des multinationales. Hein. Soyons, don't get me wrong. Et je pense qu'on paye très bien souvent en PME. Voilà. Alors, du coup, si je lui dis, écoutez, je touche 1 000 euros, 1 200 euros, alors que lui, il était en train de flirter des budgets de 5 000 euros, il me dit, bon, le gars, il touche 1 200 euros.
Si c'est un recruteur interne, bon, en 2005, j'ai multiplié sa vie par 2. Tu vois? Malheureusement, si c'est un recruteur interne, il va passer à son budget. En tant que recruteur cabinet, il y a deux possibilités. Soit il dit, bon, au fond, il n'est pas aussi capé que ça. Okay. Il faudra qu'il discute, il creuse, il évalue vraiment le profil. Soit il est conscient que cette entreprise paye très, très, très mal. À ce moment-là, ce qu'on essaiera de faire, ce n'est pas forcément toucher les 5 000 €, mais peut-être pousser le candidat au niveau du client en disant il est hyper sous-payé. Pour que tu l'aies, moi, je te proposerais 3 500, mais on n'est pas à 2 000, quoi, en fait. Je viens de rater 1 500 € pour avoir déclaré mon salaire. Mais c'est un bon point. Est-ce qu'on peut trancher en disant ça va dépendre de la façon. Il y a d'autres pratiques aussi. On demande des fiches de paie. Et si tu demandes 5 000 et qu'on te demande ta fiche de paie et tu as une fiche de paie à 1 000, ça risque de casser ta candidature. C'est pour ça que moi je dis je ne te donne pas ma fiche de paie. Tu as un budget, tu as un rôle, j'ai une valeur, hein, et j'estime que ma valeur sur le marché, c'est ça. Même si je travaillais de façon philanthropique, pour 0 francs, ça ne fait pas de moi ma valeur 0. Tout à fait. Encore une fois, ça dépend de ta posture est différente. Patrick, ta posture est différente. Toi, tu es enseignant, tu as un gros calibre, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Mais le problème, c'est que dans nos pays, moi je suis guinéen, comme je l'ai dit, à Conakry, demander la fiche de paie, à la limite même, on demande l'extrait de naissance d'un candidat. Ça n'a pas de sens. Je dis ça, mais je donnais ma fiche de paie, hein, tu sais. Tu donnes, hein. Bon. Donc, tu vois, il y a cette option-là. Dans nos pays, pour moi, c'est pour ça que je dis, il faut être sûr de ce qu'on veut. Je veux tel. Si tu ne me donnes pas, tu me laisses là où je suis. Le jour où j'aurai l'opportunité, j'irai. Maintenant, si on décide de prendre moins, c'est un choix. Maintenant, il faut l'assumer parce qu'il ne faudrait pas commencer à travailler et dire non, je suis sous-payé, je ne suis pas à l'aise. C'est parfait, c'est parfait. Écoute, le temps passe tellement vite. On vient de bouffer 1 heure qui était le temps imparti pour le webinaire. Donc, ce que je ne fais pas d'habitude, parce que pour moi, l'heure, c'est l'heure. Voilà. Mais vu qu'on n'a pris aucune question, je vais quand même demander l'indulgence de nos amis. Ceux qui veulent se déconnecter, c'est bon, vous avez eu l'heure à rester avec nous. Sentez-vous libre. Ceux qui ont encore un peu de temps pour prendre 10 minutes pour qu'on passe à la série questions-réponses et qu'on puisse encore être dans la peau de Samuel cet après-midi. Des questions, je sais que j'en ai quelques-unes dans le chat. Maintenant, ok, super. On peut lever la main, c'est ce que je voulais demander. Je prends Franck. Donc, Franck, je t'ouvre ton micro. Celui qui veut poser la question peut lever la main. Il y a une petite icône. Parfait. Donc, levez la main. En même temps, je vois qui a levé la main après qui. Donc, je pourrais prendre dans l'ordre. On va commencer avec Angbonon Franck. Franck, tu vas te présenter et puis tu vas nous poser ta question. Bonsoir Patrick, bonsoir Samuel. Je suis un peu dans un endroit un peu bruyant là. C'est Franck Angbonon, je suis HSE pour le compte de Force International. Ma question, c'était de savoir comment faire pour connaître sa valeur sur le marché. Est-ce qu'il y a une stratégie à nous partager? Comment faire pour savoir sa valeur sur le marché? C'est ça. OK. Généralement, bon, après, c'est de la data que souvent plusieurs sociétés vendent. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que généralement, au début de chaque année, il y a plein de publications qu'on peut trouver sur Internet où les entreprises dans le recrutement ou des sociétés de conseil envoient des études de marché sur lesquelles ils mettent des budgets, des fourchettes. Michael Page, j'ai travaillé chez Michael Page, ils font ça chaque année. Après, je ne sais pas s'ils le font pour le marché ivoirien ou ouest-africain, mais ils publient ces recherches-là. Ces recherches sont basées sur les fiches de postes qui ont été traitées, les postes qui ont été traités durant l'année et quels étaient les budgets clients, les budgets qui ont été donnés. Donc, ça permet à la fin de chaque année de dire un responsable HSE à tel, un chargé HSE à tel,
un débutant, généralement, c'est sur tel budget. C'est pour ça, pour moi, c'est principalement de la data que tu peux trouver sur Internet. Des fois, c'est gratuit, mais souvent, c'est payant. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est contacter des gens qui sont dans les entreprises ciblées, savoir si on a des amis, tant mieux. Si on n'a pas des amis, c'est bon, voilà, j'ai été contacté par votre boîte. Quels sont les budgets, généralement, quels sont les budgets pour tel poste ou tel poste. Si on a des connaissances dedans, c'est plus simple aussi pour avoir une idée sur le marché. Mais généralement, à poser la question autour, on se rend compte. Hein. Parfait. Donc il faut faire comme on dit, son homework. OK. Si tu as quelqu'un qui est dans le job ou qui a été dans le job, tu peux lui demander le budget, aller chercher sur Internet. On trouve aujourd'hui pas mal d'infos en libre et c'est important. Juste lire un commentaire avant de passer à Adama pour la deuxième question. Un commentaire c'est Ivan. Il est important également de demander à ce que l'entreprise offre comme formation, mise à jour, car passer des années sans formation est préjudiciable pour un employé. Bon point. Je trouve qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est un bon point. Les avantages, c'est dans le package. C'est dans le package. C'est pour ça encore, je vais revenir au point de départ, c'est un projet, il faut le préparer. Donc, si tu sais que les formations sont importantes pour toi, il faut cibler sur le marché les sociétés qui sont reconnues pour faire des formations, qui donnent des formations. Il y a des sociétés qui ne donnent pas de formation, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. 10 ans dans le même poste, aucune formation, c'est comme ça. Donc, il faut se renseigner. Parfait. Absolument. On va passer, je vais ouvrir le micro à Adama. Qui est la deuxième personne qui a levé la main. Si vous avez encore des questions, levez la main parce que s'il n'y a plus de questions, ben, on va se dire bon week-end. On va en prendre encore deux. Donc, je prends déjà Adama. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ok, bonsoir PDG, bonsoir Samuel. Merci pour le webinaire, c'était très riche pour moi. En fait, j'ai une question par rapport au bulletin de salaire. J'aimerais comprendre quel est l'intérêt de pouvoir demander le bulletin de salaire parce que pour ma petite expérience derrière, c'est que j'étais à un entretien où le recruteur m'a demandé de fournir mon bulletin de salaire. Je lui ai dit non. Et là, l'entretien a devenu un peu compliqué et pour la négociation, j'étais carrément obligé de donner le salaire. Donc, du coup, ça fixait un peu le salaire que je devais percevoir. Donc, je veux comprendre l'intérêt. Est-ce qu'on est libre de dire qu'on ne donne pas le bulletin de salaire? Je veux comprendre. Merci pour la question, Adama. Comme je dirais simplement, chaque marché a ses réalités. Par exemple, sur la Belgique, j'ai quasiment jamais demandé de bulletin de paie à un candidat. Le Luxembourg, la même chose. En France, quasiment pas. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est des données confidentielles. Le candidat n'est pas obligé de partager ces informations-là. Au Maroc, ici, c'est pas toutes les sociétés qui les demandent et c'est pas pour tous les postes aussi. Généralement, si on demande un bulletin de paie, c'est vraiment à la toute fin d'un process. C'est pas pendant, mais c'est à la toute fin d'un process, histoire de quand même comparer ce que le candidat a dit à la réalité. Donc, si j'ai annoncé un salaire de, je dis n'importe quoi, 1 300 € et que je donne une fiche de paie à 900 €, bah, il y a quand même un mensonge quelque part là et ça commence très mal. D'accord? Et quand on falsifie aussi, bah, les sociétés savent que la fiche de paie a été falsifiée. Donc, ça aussi, il faut faire très attention. Malheureusement, dans nos pays, je sais qu'en Afrique de l'Ouest, c'est une pratique qui est très répandue. Malheureusement, le marché fonctionne comme ça. Toutes les compagnies, la plupart des compagnies fonctionnent comme ça. Donc, quelque part, si tu ne le fais pas, au lieu qu'on comprenne que c'est ton droit, on va dire ce candidat-là est louche, il est bizarre. Maintenant, pour ne pas nuire à tes propres chances, pour moi, je dirais, ne te focalise pas sur ta fiche de paie, mais focalise-toi sur tes attentes salariales.
Maintenant, si la société te donne tes attentes salariales, tu signes. Si elle ne te donne pas tes attentes salariales, bah, tu n'y vas pas. C'est aussi simple que ça. C'est cela. Et c'est pour ça que ça doit être un projet. Il ne faut pas être pris à la gorge au moment où on le fait. Sinon, après, on n'a pas de liberté. On ne se sent pas avoir de la liberté, quoiqu'on a toujours de la liberté de refuser une offre. Je prends une dernière question avant qu'on se sépare, chers amis. La question est de Nafi dans le chat. Est-ce possible de faire un entretien en cabinet juste pour se jauger? Est-ce payant? Si je reformule, est-ce que les cabinets offrent des modules de préparation pour les chercheurs d'emploi, pour les mettre à jour? Certainement comment on appelle ça, des bilans de compétences, des mises en situation. Qu'est-ce que tu as déjà vu faire? Qu'est-ce qui est possible? Ce n'est pas tous les cabinets qui le font. Généralement, quand un cabinet fait quelque chose, c'est payant. Il n'y a pas de gratos. Il n'y a pas de gratuit dans les cabinets, hein, je le dirais comme ça. Oui, pour moi, en tant que professionnel senior, à un certain moment, il est important de se faire évaluer. Il est important d'échanger avec des professionnels qui peuvent vous aider à vous resituer par rapport au marché, surtout quand on a fait longtemps sans changer. Je sais que dans nos pays, les gens sont plutôt stables, 10, 15 années dans la même entreprise. Cette tendance aujourd'hui a tendance à disparaître. Ça disparaît. En moyenne, on fait 3-4 ans dans une société, voire moins. Et c'est de moins en moins un problème. Mais c'est des services qui sont souvent payants. Maintenant, si on n'a pas envie de payer, bah, il faut utiliser le réseau qu'on a. Il faut utiliser les seniors qu'on connaît, des managers qu'on connaît à qui on va demander aide-moi à m'évaluer. Donc voilà les différents points que j'aimerais voir. Échangeons là-dessus et fouillons. Mais un cabinet va normalement te faire payer ce service-là. C'est parfait, c'est parfait. Et Samuel, je ne saurais te dire suffisamment merci. On va te laisser le dernier mot. Avant ça, je veux juste m'adresser à tous ceux qui ont fait le plaisir de nous recevoir. On va avoir l'enregistrement certainement sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Telegram pour ceux qui voudront faire écouter à leur connaissance ou même revoir. C'est une nouvelle série qui commence avec Samuel, qui s'appelle Dans la peau 2. Donc demain, on pourra être dans la peau d'un DG, demain, on pourra être dans la peau de quelqu'un d'autre, mieux connaître les métiers pour mieux nous préparer au monde qui est le nôtre, le monde professionnel. Samuel, je te laisse le dernier mot et puis on va dire merci et bye-bye à nos amis. C'est quoi ton dernier mot en tant que recruteur? J'espère que nous sommes recrutés. Non, mais en tant que recruteur, je dirais, en tant que candidat, c'est faciliter la tâche du recruteur. Mettez les chances de votre côté en ayant des CV simples, clairs, qui retracent le contenu de ce que vous avez fait, qui parlent pour vous déjà. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est par le moine qu'on reconnaît l'habit. La présentation est très, très importante, même si on le dit, hein, elle est très, très importante. Et aussi, il faut s'entraîner, il faut se préparer. Et quelque chose d'important, quand on est face à un recruteur, il faut qu'il comprenne que vous êtes un expert de votre domaine et que vous n'êtes pas un généraliste. Quand un client recrute, il recrute un expert, pas forcément un généraliste. Le généraliste, c'est un CEO, c'est lui qui doit connaître un peu de tout. Mais un manager d'une filière spécifique est un expert de cette filière-là. Donc, il est important de pouvoir donner ce sentiment-là, permettre au recruteur de savoir que vous maîtrisez, que vous connaissez votre sujet. C'est des points qui sont très importants pour un recruteur en sortant d'un entretien. Donc, ne vous prenez pas la tête, soyez vous-même, soyez très simple. C'est un être humain avec qui vous échangez. Et généralement, voilà, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est un non. Bah, une porte fermée, c'est toujours une autre porte ouverte ailleurs. Donc, voilà. Et puis, je suis sur LinkedIn. N'hésitez pas, connectez-vous sur LinkedIn. Voilà.
Parfait. Écoute, Samuel, merci beaucoup. Merci pour ta générosité, la fluidité avec laquelle tu nous as transportés dans l'univers du recruteur. C'est fini. On va vous enlever les petits cornes de diable qu'on vous mettait. On vous comprend mieux. Nous sommes des êtres humains. Bah, toujours avec des humeurs et des réalités. Hein. Souvent, on ne pensait pas, mais bon, tu nous as éclairé. On a mis des visages et on a mis un sens. Vraiment, merci. Je mettrai ton LinkedIn dans le lien Telegram et dans le groupe pour que chacun puisse se connecter à toi. Et n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on crée, on crée de la connexion. Je vous remercie. Donnez-moi des idées dans la peau d'eux. OK, pour qu'on puisse inviter des gens qui vous intéressent, des métiers qui vous intéressent et qu'on s'ouvre un peu. Ça, voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. C'est maintenant que Lazare se connecte. Bah, c'est un peu tard, Lazare. On a fini. Excellent week-end à toutes et à tous. Le replay sera dans le groupe, sera sur YouTube, sur la chaîne PDG Live. Que j'essaie de développer pour qu'on ait le contenu en permanence. Donc, continuez à suivre la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y et abonnez-vous. Voilà ce que je peux dire. Merci à toutes et merci à tous. Excellent week-end.